Tu es un paumé. Et oui, malheureusement, la vie ne t'a pas réussi, tu sais plus trop ce que tu fais là, et puis tu prends des décisions un peu douteuses. Parce que oui, à peine une main gantée de blanc tendue vers toi, sortie de l'obscurité, et tu t'empresses de la saisir en te disant pourquoi pas. Tu te retrouves enfermé dans un train fantôme entouré d'autres inconscients comme toi et il ne te reste plus qu'à tenter de survivre et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce wagon maudit. Bienvenue dans Vagrant Song, un jeu pour 2 à 4 joueurs coopératif, narratif, dans lequel il faudra donc réaliser des scénarios en campagne les uns après les autres, dans le but de dérouler le fil de cette histoire rocambolesque qu'est donc Vagrant Song. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer et comprendre ce qu'est ce jeu, le nouveau jeu de Lucky Duck Games, que je remercie pour m'avoir envoyé cette boîte. Et en fin de vidéo, je vous donnerai non seulement quelques tours de jeu pour que vous puissiez comprendre un peu la dynamique d'une partie, et enfin je vous donnerai mon avis en toute fin. On voit ça maintenant. Et donc le voici, ce Vagrant Song, donc édité chez Lucky Duck Games en français, originellement chez Weird Games. Donc je l'ai mis en place ici, donc histoire de... J'ai mis en place le premier scénario. Donc le premier scénario, parce que forcément c'est un jeu qui se joue en scénario, c'est un jeu qui se joue en campagne, donc nécessairement vous allez avoir des mises en place qui vont différer en fonction des scénarios que vous allez jouer, ça tombe sous le sens. En plus de ça, vos vagabonds, donc vos personnages, vont évoluer également. Donc forcément, il faudra faire des adaptations, mais là, je vais éviter de divulgacher ou de spoiler pour ceux qui préfèrent. Donc dans cette idée-là, je vais vous présenter le premier scénario, mais évidemment, je vais vous expliquer toutes les mécaniques et tout ce qu'il faut savoir, en tout cas pour pouvoir jouer à ce Vagrant Song, et je vais vous montrer également quelques tours de jeu, comme ça vous permettra de vous faire une très bonne idée de ce qu'il vous propose. Donc, commençons d'abord par la mise en place. Donc de manière générale, vous allez systématiquement mettre en place ce plateau qui est donc le plateau qui représente le train fantôme. Donc vous avez 3 wagons. Ces 3 wagons, vous allez pouvoir parcourir au fur et à mesure de la partie. Vous allez avoir une jauge de fracture, une jauge de manche, une jauge humanité au-dessus et une jauge de cycle en bas. Elles ont des effets évidemment bien différents. Sur la jauge d'humanité, vous allez mettre ce petit S rouge là-bas qui est le seuil d'humanité qu'il va falloir atteindre pour fracturer votre revenant. Donc évidemment, ça ne vous parle pas pour l'instant, mais j'y reviens, et ça c'est spécifié donc en fonction du nombre de joueurs sur le livret de scénario. 2 joueurs, 8, je fais une mise en place 2 joueurs, voilà, histoire que ce soit beaucoup plus simple. Donc le petit S, le seuil d'humanité, arrive sur le 8. Sur le 0, la plupart du temps, vous allez trouver un marqueur comme ça qui est un cœur bleu là, hop, j'essaie de vous le montrer. Voilà, c'est un cœur comme ça, un cœur bleu clair, qui correspond donc à l'humanité actuelle de votre revenant, du revenant que vous êtes sur le point d'affronter. Partie manche, vous allez avoir un marqueur de manche, M, qui va aller sur le numéro 1, sauf si un scénario le spécifie autrement, mais il ne me semble pas, j'en ai pas vu tout du moins qui spécifiait ça. Côté fracture, le scénario va vous dire également où est-ce que vous mettez le jeton fracture. Donc là, par exemple, ici en 3, ça signifie qu'il va falloir fracturer 3 fois notre revenant pour pouvoir l'éliminer. Éventuellement, sur certains scénarios, vous aurez des jetons d'événements comme ça. Là, c'est vraiment pour le premier scénario, mais c'est vraiment pas dit que ça revienne à... Enfin, c'est sûr que d'ailleurs, dans certains scénarios, ça ne reviendra pas à ce niveau-là. Donc là, ne vous souciez pas trop de ces petits jetons-là, parce que c'est vraiment le scénario qui le propose. Le scénario vous proposera aussi de mettre des obstacles. Voilà, là, vous avez des obstacles, forcément. Je vous montre, mais ça correspond à ce qui est indiqué ici. Voilà, vous avez des jetons d'événements également à placer. Vous avez votre revenant, voilà, il est là. Vous le placez sur la case qui est indiquée. Sur la première, sur cette colonne-là, tous les V correspondent au point de départ des vagabonds. Donc vous vous placez où vous voulez. Évidemment, si vous êtes 4 joueurs, il faudra occuper les 4 cases. Ça tombe sous le sens. Voilà. En dessous, vous allez, en fonction du scénario choisi, placer des cartes rituelles qui sont des objectifs de cours de partie que vous allez pouvoir réaliser afin d'obtenir des bonus éventuels. Et voilà pour ce qui est de la mise en place du plateau. Et vous avez aussi également des osselets à préparer. Ce sont des dés à 6 faces, bien évidemment. Mais dans ce jeu, ils seront appelés osselets. Donc vous les mettez en place. Vous avez votre baluchon qui est plein de jetons bric-à-brac. Vous le remplissez de ces petits jetons que vous mélangez. Hop. Et puis parfois, il y aura des jetons événements à l'intérieur. Mais là, on ne s'en soucie pas pour le moment.
Vous allez avoir des aides de jeu, évidemment je vous conseille de les prendre au début, hein, c'est intéressant pour suivre certaines phases et aussi avoir les effets des différents jetons bric-à-brac. Ensuite vous allez devoir sélectionner un personnage, alors à savoir qu'entre les scénarios vous aurez la possibilité de changer de personnage, mais bon, je ne m'attarderai pas là-dessus. Là vous allez pouvoir sélectionner, donc là j'ai le prêcheur, l'impératrice, vous avez des personnages comme le nomade, la maudite, la fugueuse et le compositeur, donc vous avez 6 personnages à incarner dans ce Vangrandsong. Là par exemple j'ai pris le prêcheur, l'impératrice, donc avec eux vous allez prendre les petits cœurs qui représentent la valeur d'humanité actuelle qu'ils ont, et là contrairement aux revenants qui n'en ont pas au début, vous allez le placer au maximum, donc sur le cœur qui est coloré, ici 10, ici 8 pour l'impératrice, donc ça changera en fonction des personnages que vous sélectionnerez, et chaque personnage va venir avec ses compétences, on a une compétence à placer à droite, une à gauche, donc ça c'est indiqué dans la notice, et ici, enfin dans la notice, pardon, dans le livret de règles, et ici vous avez des jetons qui correspondent également aux jetons d'action qui correspondent aux personnages, donc vous avez le petit logo de la fleur là, hop, la fleur pour le prêcheur, pour l'impératrice ce seront des étoiles, voilà. Donc ça, vous les mettez à disposition, vous en aurez besoin à chacun de vos tours, à chacun des tours du vagabond concerné. Et vous allez avoir donc des petites choses en plus. Ça c'est le marqueur d'humeur du revenant. Donc ça évidemment il faut qu'il soit disponible. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une petite réserve d'effets fantomatiques. Donc je vous expliquerai à quoi ça sert, mais il faut les mettre à disposition. Voilà, après vous avez des cartes refroidies. Si ça se passe mal, c'est intéressant de les avoir sous la main. Donc vous pouvez d'ores et déjà les préparer. Vous en avez en fonction du personnage que vous incarnez, et voilà grosso modo. Et puis après vous avez des piles de cartes de compétences et de cartes de babioles qui sont très rarement utilisées au sein d'un scénario. Ça se passe généralement entre les scénarios lors des phases de campement, les phases où vous allez un peu pexer, c'est-à-dire augmenter les compétences de vos personnages, pas un système d'expérience, mais vous allez pouvoir dépenser des sous. Enfin bref, ça j'y reviendrai. Et voilà, concernant la mise en place, je suis en train de faire le tour à droite à gauche de ce que j'aurais pu éventuellement oublier, mais il me semble que tout est bon. Félicitations à moi. Donc on passe à l'explication donc déjà de ce Vangrandsong. Dans Vangrandsong, quel est l'objectif? Eh bien, mener le scénario au bout. Mais oui, gagner, remporter, réussir les conditions de victoire. Là on voit victoire. Ici il faut sauver les dos tournés. Donc les dos tournés c'est le nom attribué à ces revenants là. Mais très souvent il s'agira donc de réhumaniser si on peut dire, les revenants, donc autrement dit, de les fracturer suffisamment en augmentant leur humanité pour que enfin ils se retrouvent, ils sachent qui ils sont et qu'ils puissent quitter donc ce monde. Voilà un petit peu l'idée. Donc le but c'est de survivre et donc de réussir les conditions de victoire du scénario sélectionné. Si on prend le scénario numéro 1, donc il va falloir sauver les dos tournés. Et on peut perdre donc si les personnages sont refroidis, et ça j'y reviendrai après. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous expliquer comment fonctionne déjà le résumé d'une manche. Comment est-ce qu'est structurée une manche? C'est très important, pourquoi? Parce que vous allez suivre le chiffre des manches et parfois, comme c'est le cas ici, vous allez avoir un événement qui va se produire en fonction de la position d'un marqueur de manche, enfin d'un marqueur d'événement sur la piste de manche, ce qui est donc très important. Une manche est constituée de un tour de chaque vagabond, suivi d'un tour des revenants. Donc si on prend cette configuration là, on détermine qui joue dans quel ordre au début de la manche. Par exemple là si on détermine que c'est l'impératrice puis le prêcheur, on aura un tour de l'impératrice, un tour des revenants, un tour du prêcheur, un tour des revenants, et on a notre manche. Et là on avancera donc le marqueur de manche. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Évidemment à 3 joueurs vous ajoutez le 3e, à 4 joueurs vous ajoutez le 4e, voilà. Le jeu n'est pas proposé, n'est pas indiqué comme étant jouable en solo. Néanmoins, vous avez tout à fait la possibilité de prendre 2 personnages et essayer. Moi personnellement, j'ai pas vu quelque chose qui coinçait, donc sachez que c'est possible à mon sens. Je vois pas ce qui l'empêcherait, mais par contre, on ne joue pas qu'avec un seul personnage, c'est trop difficile, et puis ça perd de sa saveur très clairement. Donc voilà pour la structure de la manche. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu. Donc pour ça, je vais me concentrer sur le prêcheur parce qu'il est en face de moi, tout simplement. Donc je vais me concentrer là-dessus. Ça fonctionnera pareil à droite à gauche. Les plateaux sont plus ou moins asymétriques, donc ça, j'y reviendrai après. Chaque personnage, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais a un pouvoir spécifique. Donc forcément, là, j'y viens pas tout de suite parce que si vous ne connaissez pas le jeu, ça ne sert à rien. Donc vous avez, quand vous commencez une partie, donc quand vous commencez un tour, vous avez ces jetons qui sont disponibles, qui sont des jetons d'action que vous allez pouvoir placer sur les différentes actions donc, du plateau de la fiche principale, donc les actions principales du personnage, soit sur des compétences qui sont à droite et à gauche. Au départ, vous avez 2 compétences de base, puis au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir en acheter de nouvelles et vous équiper de nouvelles. Et donc à la fin de la campagne, vous en aurez suffisamment pour pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc,
À chaque tour, vous allez devoir placer en premier lieu tous ces jetons. On place tous les jetons d'abord, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on place un jeton, on fait une action, puis on place un autre jeton en fonction de ce qui se passe. Non, on doit prévoir tout à l'avance. Donc il y a 3 jetons, ça va aller. Mais bon, comment ça marche? Si je veux faire du déplacement, ici on voit que ma chaussure, j'ai une valeur de 3. Donc je place un jeton dessus, et je peux me déplacer de 3. 3 cases de manière orthogonale, donc ce déplacement diagonal ici. 1, 2 et 3, je peux faire ça. Attention aux règles de déplacement, donc on se déplace en diagonale. On peut passer au travers de nos alliés, mais on n'a pas le droit de s'arrêter dessus. On ne peut pas passer ni s'arrêter sur les obstacles. Au fur et à mesure du jeu, vous aurez éventuellement de nouvelles règles de déplacement, enfin qui seront liées au scénario, mais bon, ça on ne s'attarde pas là-dessus. Contrairement aux vagabonds, les revenants, eux, peuvent passer à travers et s'arrêter sur les obstacles. Ils peuvent passer au travers et s'arrêter sur les vagabonds. J'y reviendrai après parce que c'est quelque chose qu'ils vont surtout essayer de faire. Donc là, par exemple, je pose un jeton, je peux me déplacer de 3. Si j'avais posé 2 jetons, je me déplace de 6. Et vous l'avez compris, j'en pose 3, vous vous déplacez de 9. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à savoir. Si on décide de fouiller, donc je le mets au-dessus pour que vous puissiez voir. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un petit baluchon. Je pose un jeton, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais prendre le baluchon et que je vais pouvoir donc piocher un jeton et le conserver. Si je place 2 jetons, je vais pouvoir piocher 2 jetons, vous l'avez compris, mais je ne peux en conserver qu'un. Ça vous permet d'avoir plus de choix, mais pas plus de jetons. Voilà, évidemment, mauvais choix, hein, j'ai pris 2 fois le même, mais bon, bref, vous avez compris. Si vous placez 3 jetons, vous piochez 3 jetons bric-à-brac et vous en sélectionnez qu'un seul. Le petit 2 à côté, qu'est-ce qu'il signifie? Signifie que c'est ce que peut porter au maximum votre personnage en jeton bric-à-brac. Donc là, je ne pourrais en avoir que 2. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rafistolage. Ici, le rafistolage, donc c'est à partir de là, sur les actions du bas, on va commencer à utiliser les osselets, donc qui sont ces dés à 6 faces. Ici, le rafistolage. Mettons qu'on ait avancé un petit peu et que mon personnage ait perdu de l'humanité. Alors pour l'instant, vous savez pas trop comment ça arrive, mais en gros, c'est de la vie, vous allez le voir, c'est très rapide quand je vais vous expliquer comment fonctionnent les revenants. J'ai perdu un peu d'humanité, je veux en récupérer, je vais placer un jeton sur le rafistolage. Un jeton correspond à un osselet. Si j'avais placé 2 jetons, j'ai 2 osselets. Si j'ai placé 3 jetons, j'ai 3 osselets. Admettons que j'ai fait ça, hop, je lance. Très bien, 6, 4, 4. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde la valeur minimale que je dois effectuer pour pouvoir réussir mon action. Je dois faire 2 ou plus. Donc là, j'ai réussi mes 3 lancers. Donc j'ai une réussite, une réussite, une réussite. J'obtiens donc 3. 1, 2, 3 points d'humanité. Mais attention, lorsque vous faites un 6, vous mettez le feu au train. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'immédiatement, vous pouvez relancer un dé supplémentaire. Hop, et voilà, j'ai fait 4 succès. Si ça avait été un 6, hop, on recommence. Et tac. Et là, par exemple, j'ai encore réussi. Voilà, ça m'aurait fait 5. Donc ça peut augmenter comme ça. Donc plus vous avez d'osselets, forcément, plus vous avez de chances de faire de 6, et plus vous avez de chances d'aller chercher encore des succès. Donc c'est intéressant. Et ça, donc ce système-là de mettre le feu au train, ça fonctionne avec toutes les actions. Donc ne vous cassez pas la tête, dès que vous avez un 6, vous pouvez relancer. Et donc là, donc, si j'étais resté sur mon truc initial, voilà, j'avais fait ça, hop, j'ai relancé, je sais plus, je crois que j'avais fait 3. Voilà, hop, très bien, je gagne 4, bon bah c'est le maximum, hein, j'avais jusqu'à 10, même j'avais perdu 3 points. Je continue. Ici, l'enquête. Alors, l'enquête, à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous allez vous retrouver sur des endroits comme ça où il y a des jetons d'événements, je vais y arriver, vous allez, si vous êtes dessus, pouvoir enquêter. Donc là, on a dit qu'on a se déplacé, hop, je place un jeton pour enquêter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends le livret de scénario. Alors là, je vais pas le faire maintenant, je le ferai peut-être tout à l'heure si on y arrive dans les tours. Événement, je vois que c'est un jeton 2, je regarde l'événement 2. Si l'événement me dit d'enquêter, je résous un lancer d'osselet. Si l'événement me dit que je réussis automatiquement l'enquête, et là vous pouvez réussir automatiquement cette action enquêtée, voilà. Si on réussit automatiquement l'action enquêtée, on se prend pas la tête, il n'y a pas de jet à faire, c'est réussi et vous faites la suite vous lisez la suite du texte. Si par contre on vous demande d'enquêter, vous allez lancer autant de dés que vous avez placé de jetons, donc là ici 1, là 2, là 3, et du même principe, vous lancez, hop, la 2, c'est raté, j'ai fait 1 à une réussite, mais c'est un 6, je mets le feu au train, hop, je lance un autre dé, 4, très bien, j'ai fait 2 réussites, je regarde sur le livret ce qu'il me dit. Si il va vous dire par exemple, si vous avez fait 0, et bien voilà, vous avez telle conséquence. Si vous avez fait 1 ou plus, vous avez telle conséquence, ça s'arrête là. Des fois, il y aura marqué juste 1, et puis après, il y aura un 2 ou plus. Là, vous avez plusieurs événements. Donc ça, c'est très simple. Il suffit juste de suivre le nombre de résultats que vous avez effectués et d'accomplir ce qui est noté. Parfois, du coup, généralement, quand vous avez le bon résultat, on vous demandera de défausser le jeton. Donc dans ce cas-là, vous le défaussez. Et la question, elle ne se pose pas. Et enfin, la dernière, c'est l'action cogner. Donc là, en gros, vous allez un peu
revigorer notre revenant. Là, vous l'avez expliqué un petit peu ce que c'est que la douleur. Il va savoir ce que c'est que d'être humain. Hop, paf, on lui met une grosse patate de forain. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, eh bien, il se souvienne. Voilà, il se souvienne, il a pris des roustes. Donc l'idée, c'est qu'il va se souvenir et qu'il va redevenir un peu plus humain. Bon, c'est moi qui vous contextualise, mais en gros, c'est un peu ça. Vous êtes sur le point, vous êtes adjacent donc à votre revenant, là, bam, patate de forain. Ici, alors forcément, notre prêcheur, le 6 ou plus, il est pas dingue, notre prêcheur. L'impératrice aurait été meilleure, 4 ou plus. Mais bon, même principe, hein, vous placez le nombre de jetons qui correspondra au nombre d'osselets que vous allez lancer. Hop, là, je fais ça, tac, tac, tac. Ah bah voilà, regardez. Bon, ça, c'est raté, c'est raté. Par contre, j'ai un 6. Un 6, c'est toujours le feu au train. Je relance. Hop, bon, bah, j'ai qu'un succès. Ok, j'ai un succès. Je réduis donc j'augmente de 1 l'humanité de notre revenant. Et voilà. Pour ça. Et ensuite, les compétences. Vous allez avoir donc des compétences, au départ des compétences de base, et ensuite vous aurez d'autres compétences que vous allez investir. Mais voilà. Ça fonctionne toujours de la même manière. Vous avez une structure en fait au niveau des compétences. Tout d'abord, en haut à gauche sera notée la cible potentielle de cette compétence. Soit vous avez un P qui correspond à personnage qui correspond à tout le monde, vagabond ou revenant. Parfois vous avez un V qui correspond donc au vagabond. Et parfois vous avez un R comme ici qui correspond donc au revenant. Donc autrement dit, bah, s'il y a marqué revenant, vous ne pouvez pas l'utiliser sur un vagabond. Enfin ça, je pense que vous avez compris. En dessous, vous avez la portée de, par exemple ici, de 1 à 2 cases. Attention, 1 à 2 cases, ça veut dire case adjacente ou 2 cases. Mais s'il n'y a pas marqué 0, ça signifie que vous ne pouvez pas le faire sur vous. S'il y a marqué 0, vous pouvez le faire sur vous, parce que c'est sur votre propre case. Là, par exemple, on a le nombre d'osselets que l'on va pouvoir lancer. Alors ici, on a une petite pièce. Systématiquement, quand il y a une petite pièce indiquée, ça veut dire que vous remplacez la pièce par le nombre de jetons que vous aurez placés sur cette compétence. Si par exemple, j'ai décidé d'activer cette compétence avec 2 jetons, eh bien, je pourrais lancer 2 osselets. Et donc, en dessous est notée la valeur à atteindre minimale pour pouvoir avoir une réussite. Donc là, par exemple, lançant, la cible gagne 1 point d'humanité par réussite obtenue, et vous pouvez la déplacer d'une case. Donc si par exemple ici je mets la totalité de mes jetons, c'est-à-dire que je fais rien d'autre, je lance donc, je suis à 1 à 2 de portée, là je suis à 1, parfait, ça fonctionne. Je lance 3D parce que j'ai mis 3 jetons, hop, j'ai un 6, et bah décidément, alors ça c'est des échecs, je peux relancer un dé parce que j'ai fait un 6. Tac, qu'est-ce qu'on a par ici? Encore un 6, c'est assez incroyable, j'en relance un, tac, un 5, 1, 2, 3. Je lui mets 1, 2, 3, et je peux le déplacer d'une case, donc je peux l'envoyer par là-bas. Voilà, donc je le rappelle, il peut aller sur les obstacles, le revenant. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, et donc pour toutes les... je fais pas toutes les compétences parce que vous l'aurez compris, il y en a quand même pas mal, et l'idée c'est que vous avez des compétences pour faire perdre de l'humanité, enfin pour faire gagner de l'humanité aux revenants ou pour en faire récupérer aux vagabonds. Vous avez certaines qui pourront déplacer tel ou tel personnage, enfin bon, voilà, vous avez pas mal de compétences qui pourront plus ou moins vous aider suivant les situations. Et voilà, vous avez compris. Comment est-ce que ça fonctionnait l'utilisation des jetons d'action? Je pense que j'étais assez clair, enfin je l'espère tout du moins, n'hésitez pas à me le dire. Mais puis si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. On poursuit. Donc, l'action de fouille, je reviens à ça puisque je vous ai dit qu'on pouvait fouiller, mais vous ne savez pas encore à quoi ça sert. Donc les jetons bric-à-brac, vous allez en avoir, donc il y en a pas mal hein, bien sûr. Vous allez pouvoir vous référer à ce qui est noté là pour savoir à quoi ça sert. Par exemple, si vous avez les clous, si vous avez un revenant qui est maximum à 2 cases, donc par exemple je suis ici, vous pouvez le défausser. Alors ça n'est pas une action, vous pouvez juste le défausser. Donc quand on défausse, on le met ici sur la jauge du cycle, je vous expliquerai après pourquoi. Vous le défaussez et vous affligez 2 points d'humanité, vous faites regagner 2 points d'humanité à votre revenant. C'est comme ça que ça marche. Attention, on n'utilise que sur les revenants. C'est bien précisé, cibler un revenant. Vous avez la bougie. La bougie, c'est très particulier et très intéressant parce que lorsque vous allez placer, vous allez devoir le placer sur le plateau sur une case adjacente. Elle va servir de cible prioritaire à notre revenant. Donc ça, je le garde de côté parce qu'il va falloir que je vous l'explique au moment où je vais vous parler du tour du revenant. On va avoir le sel. Le sel, lorsque vous vous faites attaquer par le revenant ou lorsqu'il vous inflige quelque chose, vous pouvez tout simplement le défausser pour vous dire « j'ignore ce qu'il me fait ». Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La patte de lapin, c'est très simple, c'est la même chose que l'un de vos jetons que vous avez ici. Vous pouvez le placer pour pouvoir réaliser une action, sauf que quand on va le retirer, hop, on va le placer ici. Et enfin la pomme, alors la pomme je ne l'ai pas sortie, mais bon, c'est pas très grave. La pomme, ça vous permettra de soigner une blessure, et donc forcément... Également, je reviens parce que vous allez avoir des blessures, vous allez pouvoir les soigner. Donc dites-vous que la pomme, lorsque vous êtes blessé de cette manière-là, vous allez pouvoir retourner la carte pour pouvoir la remettre. Mais forcément, pour l'instant, vous ne savez pas encore comment est-ce qu'on va être blessé. Voilà pour ça. Je réfléchis un petit peu, mais je pense que le tour est fait, en tout cas au niveau des actions du revenant, des vagabonds. Maintenant, on va passer côté revenant. Alors, côté revenant, c'est très simple. Vous allez avoir... votre livret de scénario, donc vous avez votre scénario qui est ici, et sur la page d'après est noté donc
les actions que va faire votre revenant en fonction d'un jeton que vous allez piocher et en fonction de son humeur. Donc là, pas content, c'est perdu. Enfin, content, c'est perdu, pas content, c'est mais pas seul. Voilà. En gros, au début, ils sont un peu paumés, les dos tournés, ils savent pas trop ce qu'ils font. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls et ils deviennent agressifs. Donc là, par exemple, quand vous avez joué votre tour, donc là j'ai joué mon tour très bien, hop, on pioche un jeton pour les revenants. Ici, ce sont les clous. On le place sur la jauge du cycle. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens chez nous, les dos tournés se déplacent vers le côté fracture de combien? De 3. Le côté fracture, c'est ça. Donc il va nous faire un 1, 2, 3, tout simplement. Et c'est comme ça que ça va... Là, il est activé. Très bien, c'est terminé. Ça passe au joueur suivant. Attention, maintenant, si par exemple j'avais pioché... voilà, j'irai où tu iras, ce truc-là. Les dos tournés se déplacent vers le côté fracture. Les vagabonds à portée avancent de 2 cases dans la même direction et perdent 2 points d'humanité. Donc l'idée, c'est que là, si on revient comme on était... il se déplace de 2 cases vers le côté fracture, et là on me dit que de 1 à 6 de portée, les vagabonds à portée avancent de 2 cases dans la même direction et perdent 2 points d'humanité. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça qu'on compte la portée. Eux ils peuvent viser à travers les obstacles, pas nous. Si moi je visais par exemple notre revenant ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, les deux sont visés, ils font 1, 2, et donc 1, 2, et ils perdent tous les deux de l'humanité. Ça c'est un exemple d'action. Maintenant, je vais mettre le livret de côté pour vous expliquer les attaques les plus standards. Là, on est sur un scénario spécifique où les dos tournés vont tenter de rejoindre au début le côté fracture. Ils savent pas, ils essaient de s'échapper finalement, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont là. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus de porte côté fracture, eh bien, ils deviennent pas contents. Et quand ils deviennent pas contents, ils passent sur la phase 2 de leurs actions, qui sont des actions beaucoup plus agressives envers les joueurs. L'idée, c'est que lorsque un revenant va tenter d'attaquer un vagabond, il va le faire suivant un ordre de priorité de ciblage. C'est quelque chose qui est très classique dans les jeux de type dungeon crawling, où vous allez devoir déterminer quel est le personnage ciblé. Généralement, dans ce type de jeu, vous avez le personnage le plus près, le personnage le plus baissé. Là, on va avoir quelque chose qui s'y apparente. Donc par exemple, on va tout d'abord, si on suit les règles de priorité, donc admettons par exemple que voilà, on est dans cette situation-là, et ce personnage, donc notre revenant, peut se déplacer de 4 cases et il va tenter d'attaquer quelqu'un. Donc, là je le simule, hein, c'est en piochant un jeton ou de la même manière, mais là c'est juste pour vous expliquer. Dans l'ordre, on va avoir la priorité spéciale. La toute première chose qu'il va faire, c'est essayer de viser la priorité spéciale. La priorité spéciale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la cible prioritaire. Vous avez un jeton comme ça qui, parfois, certains scénarios, vous demandera de le coller à l'un de vos personnages. Donc, par exemple, hop, vous allez avoir ce personnage-là qui est cible prioritaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser. C'est la cible prioritaire. Si jamais cette cible prioritaire est inaccessible parce qu'elle est très loin, eh bien, on va passer sur les conditions de l'action. Qu'est-ce que c'est conditions de l'action? Eh bien, le revenant qui est le plus proche du côté manche, le revenant qui a perdu le plus de vie, enfin, ouais, ce genre de choses-là. S'il n'y a pas de conditions, on va aller sur la bougie. Et donc là, je reviens sur la bougie. Hop, je l'ai rangée évidemment. La bougie. Donc, lorsqu'un personnage, un joueur, admettons que j'ai placé la bougie, hop, allez, précédemment, j'ai fait quelque chose comme ça. Le revenant, dans ce cas-là, va tenter de cibler la bougie avant toute chose. C'est-à-dire qu'il va se déplacer vers la bougie. S'il arrive sur la bougie, il la retire et on la place sur la jauge du cycle. L'idée, c'est de permettre aux autres joueurs de s'éloigner en attendant et de pouvoir retrouver des points d'humanité ou de se préparer. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir diriger un revenant vers un endroit spécifique. Ensuite, s'il n'est pas question de bougie, le vagabond affaibli, c'est-à-dire le vagabond qui aura perdu le plus d'humanité. Donc si par exemple on est, allez hop, on va se dire qu'on est comme ça, là vous voyez, l'impératrice elle a 6 d'humanité, mon prêcheur il a 7. Par contre mon prêcheur a perdu plus d'humanité que mon impératrice. C'est vraiment le nombre qu'il a perdu, de 10 à 7 il a perdu 3, de 8 à 6 l'impératrice a perdu 2. Donc en priorité il ira vers le prêcheur. Si ça n'est pas possible, il ira vers le vagabond à proximité, puis le vagabond refroidi, puis le dernier vagabond, enfin bref, vous allez garder cette carte là, histoire de savoir dans quel ordre il va, qui est-ce qu'il va viser au moment de ses tours. Voilà comment ça fonctionne pour les différents tours. Donc vous avez vu les tours des vagabonds, les tours des revenants. Donc, on va déjà commencer par, est-ce que si je me fais attaquer par
le revenant et que je descends à 0 sur ma jauge d'humanité, que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple, vous retournez à 10 et vous retournez l'une de vos deux compétences sur la partie blessée. Cette compétence est désormais inutilisable tant qu'elle n'aura pas été soignée, notamment par l'utilisation d'une pomme, qui est l'un des jetons de bric-à-brac que vous allez pouvoir trouver donc dans le bas du champ. Donc si vous utilisez la pomme, eh bien vous retournez hop, le côté blessé. Par contre, si vous descendez de nouveau à 0 et que vous retournez votre dernière compétence où vous allez avoir aussi des fois des babioles, ces babioles vous allez retourner, ça marchera de la même manière, si ce n'est que vous ne pouvez pas les soigner, les babioles avec une pomme, pardon, et bien dans ce cas-là, vous allez devenir refroidi. Qu'est-ce qui se passe? Hop, vous prenez votre carte, vous la retournez, vous mettez votre jeton sur 1, tac, tac, vous avez toujours vos jetons ici, et vous allez prendre la carte refroidie de votre personnage. Ici, on a la petite fleur qui représente la petite fleur. Et vous allez devoir la placer, vous la retournez, vous avez une compétence de refroidi, vous allez la placer sur une compétence blessée. Et donc désormais, vous aurez accès à ça, plus du coup à cette partie-là. Votre but, en plus de celui du scénario, va être d'atteindre les 10 points d'humanité pour pouvoir revivre. Si vous arrivez, vous allez tout retourner et tout remettre au propre. Si vous n'y arrivez pas, eh bien à la fin de la phase de scénario, donc dans la phase de campement, c'est une phase que je vais vous remontrer après, eh bien vous allez devoir défausser définitivement la compétence qui était cachée ici. Définitivement, vous ne pourrez plus jamais la réutiliser dans la campagne. Donc c'est quelque chose qui est assez, qui est assez violent quand même, donc il faut y penser. Voilà pour la partie refroidie. Et donc si les deux personnages sont refroidis, le scénario s'arrête, c'est terminé, on remballe, il n'est plus question de faire quoi que ce soit. Maintenant, parlons du revenant. Si vous arrivez à faire atteindre la jauge d'humanité sur le seuil d'humanité qui est défini par le scénario, eh bien vous allez fracturer le revenant. Donc on remet hop ça à 0. Tous les vagabonds gagnent un point d'humanité s'ils le peuvent. Et on avance ce marqueur de fracture. Donc là par exemple on voit qu'il atteint un seuil événement. Donc ça déclenchera un événement, mais là je vais pas le lire maintenant. Et donc le revenant passe son prochain tour. Par exemple, là, si c'est l'impératrice qui l'a fracturé et qu'elle a terminé son tour, on passe directement au prêcheur. On ne passe pas par un tour de revenant. Ce qui peut être aussi une bonne manière d'éviter de prendre un sacré coup. Voilà pour ça. Et donc là, l'idée, c'est d'emmener, hop, le marqueur. Alors, je vais retirer ça pour que ce soit plus clair. Le marqueur fracture ici, puis là, et là, vous l'avez sauvé. Et c'est terminé. La plupart du temps, ce sera terminé à ce moment-là. Que puis-je vous dire d'autres précisions? Vous allez avoir ces jetons-là qui sont des effets fantomatiques. Alors j'y viens très vite. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. En fait, le scénario va vous dire parfois que vous allez choper des effets fantomatiques. Donc vous avez point noir comme ça ou des fois point blanc comme ça. Eh bien, vous allez prendre un effet fantomatique et le placer. Ces effets seront différents en fonction des scénarios. Donc là, par exemple, si vous attrapez ça, c'est la tremblote. La tremblote vous permet de vous empêche de vous déplacer d'une case. Réduit de 1 votre portée de déplacement. Et le blanc, c'est la trouille. Et alors la trouille vous inflige 2 dégâts d'humanité si jamais vous terminez votre tour à 2 cases ou moins du revenant. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui vont être nécessaires, il va falloir prendre en compte. Par exemple, si vous jouez, je crois que c'est la mutante, la maudite, si vous jouez la maudite, elle a une compétence de départ qui fait qu'elle inflige plus de dégâts si elle a plus de jetons d'humanité, d'effets fantomatiques sur elle. Voilà, mais bon, c'est quelque chose qu'il va falloir retirer, par exemple dans ce scénario-là, pour retirer le jeton noir, donc la tremblote, il va falloir défausser des clous, et pour retirer le jeton blanc, il va falloir défausser du sel. Voilà, généralement, c'est des choses comme ça. Et ensuite, quoi d'autre? Ici, vous avez des cartes rituelles. Alors, ces cartes rituelles, vous les mettez en place à chaque scénario, vous en avez à chaque fois qui correspondent au scénario. À quoi ça sert? Eh bien, vous avez des objectifs de cours de partie à réaliser pour pouvoir obtenir des bonus. Donc là par exemple, premier stand, pour achever ce rituel, un vagabond doit subir une blessure. Si un vagabond subit une blessure, on la retourne et on fait ce qui est noté dessus. Souvent vous gagnerez de l'argent à ce moment-là, et donc ça servira dans les phases de campement, et ça j'y reviens après. Et voilà, je ne vais pas vous donner les autres pour pas vous spoiler, de toute façon on le verra dans les 2-3 tours qu'on va faire. La jauge du cycle, donc là vous l'avez vu, on empile les jetons là-dessus. Au fur et à mesure qu'on va utiliser des jetons et qu'on va en piocher pour notre camarade revenant, eh bien on va atteindre le seuil qui est indiqué à côté. Donc 5 pour les clous, 4 pour la bougie, 3 pour le sel, 2 pour les pattes de lapin et 2 pour la pomme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque dans un tour vous atteignez l'un de ces seuils, eh bien il va falloir reprendre tous les jetons et tous les jetons de la pile, pas ceux seulement qui ont atteint le seuil, vous les remettez dans le baluchon et vous accomplissez
en fonction de l'humeur du revenant, l'effet cyclique qui est indiqué. Par exemple ici, s'il est d'humeur mais pas seul, il y a marqué les vagabonds dans le même wagon, donc le dos tourné, avancent de 1 vers les dos tournés, puis ceux qui sont adjacents au dos tourné gagnent la trouille. Voilà. Donc ça, c'est des effets qui seront différents au fur et à mesure des scénarios, bien évidemment. Maintenant, hop, vous avez terminé le scénario, victoire, défaite, voilà, vous avez un moment à lire, c'est dans le livre de règles, en gros ces petits encarts de texte. Et vous passez à la phase de campement, qui est une phase qui est fondamentale dans vos grandes songs pour pouvoir faire évoluer vos personnages. On commence par la démolition, donc vous regagnez toute votre humanité, c'est-à-dire que hop, si vous aviez perdu de l'humanité ou si vous étiez refroidi, eh bien vous revenez à fond, en gros vous récupérez tout, si ce n'est que vous perdez les compétences qui sont, elles, qui ont été refroidies, et attention, les compétences blessées, vous les conservez blessées. Là il s'agira d'un autre élément de la phase de campement pour pouvoir vous soigner. Le grand ménage, c'est-à-dire que vous enlevez tout ce qu'il y a sur le plateau. En gros, on va remettre en place un nouveau scénario, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous avez des pièces. Donc les pièces, par exemple, premier scénario, vous allez en obtenir grâce au rituel. Peut-être que par la suite, vous en obtiendrez d'autres. Et l'idée, c'est que les pièces sont utilisables uniquement, vous ne pouvez pas les conserver plus tard, pour plus tard. Ce sera dans cette phase de campement. Par exemple, on vous explique ici que vous allez pouvoir acheter des compétences. Donc vous avez des compétences, mais elles sont juste décrites. Par exemple, ici, on vous explique que cette compétence, le texte de cette compétence, c'est cette petite danse pourrait vous tirer d'affaire. Voilà, vous savez pas trop encore ce que c'est. De l'autre côté, il semblerait que le dicton l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est vérifié. Voilà, vous savez pas non plus ce que c'est. Mais vous allez devoir dépenser 2 pièces avant de savoir ce que c'est pour pouvoir l'acheter. Vous avez soigné un dégât. Donc là, c'est l'idée, si jamais vous avez un personnage qui est blessé, vous allez pouvoir dépenser une pièce, hop, pour retourner côté soigné. Vous allez pouvoir fouiller, c'est-à-dire que tous les jetons bric-à-brac que vous avez collectés dans le scénario précédent, vous allez les remettre dans le baluchon. Et bien là, vous allez pouvoir dépenser une pièce pour pouvoir collecter un jeton que vous allez pouvoir utiliser donc au scénario prochain. Piocher une autre babiole, donc les babioles, j'y viens. Au départ, vous avez donc une babiole, c'est possible que vous en récupérez pendant les scénarios, que vous en achetiez. Si vous en avez déjà une, vous pouvez dépenser une pièce pour en avoir une autre. Si vous n'en avez pas, eh bien, au début de chaque phase de campement, vous allez révéler le marché de DC. DC, c'est le chat qui se trouve ici. Et vous allez avoir donc une babiole que vous allez pouvoir acheter. Et cette babiole, elle vous coûtera 3. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir la mettre sur votre pile de babioles. Ou alors, vous allez pouvoir l'intervertir parce que vous avez un sac de petites affaires, qui en gros, les objets que vous n'allez pas pouvoir emmener avec vous parce que vous n'avez pas suffisamment de place. Eh bien, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec ça. Vous allez pouvoir faire une séance de spiritisme. Alors ça c'est particulier, vous allez devoir dépenser une pièce par vagabond en jeu et vous allez récupérer cette carte que vous allez placer là-dessous. L'idée c'est que vous ne savez pas encore à quoi elle sert, ce sera juste décrit dans le scénario prochain. Si vous avez investi dans le spiritisme, ce sera quelque chose qui pourra potentiellement vous aider. Donc voilà, tant que vous ne savez pas ce qui arrive ensuite, eh bien c'est un pari sur l'avenir, grosso modo. Et épargner, donc épargner c'est vous allez laisser vos pièces pour pouvoir remplir cette fiche de campagne en gros à la fin. Et vous allez... Par exemple, ici, on voit, hop, épargne. Vous allez placer donc des coches en fonction du nombre de pièces que vous allez mettre, jusqu'à atteindre donc des moments que vous allez pouvoir lire. Vous allez peut-être potentiellement débloquer des choses. Voilà, ça peut être très intéressant. Et ensuite, on continue. Qu'est-ce que l'on a? On peut sauvegarder la partie, donc ça veut dire en gros que vous gardez un peu votre matériel. Voilà, il n'y a pas de méthode miracle. Vous allez pouvoir gérer les vagabonds ensuite si vous décidez de continuer. Et bien dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de vagabond si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir intervertir des compétences, sauf vos compétences de départ, vous êtes obligé de les conserver. Et vous allez pouvoir gérer vos petites affaires, voilà. Regardez par l'interstice. Alors ça, c'est un petit événement. Vous avez ce genre de carte-là. Par exemple, ça c'est la première carte qui concerne donc la fin du premier scénario. Vous avez un texte narratif et vous avez un choix à faire A, B ou C. L'idée c'est que les joueurs vont récupérer leurs jetons d'action et les retourner. Vous avez un A, un B, un C et chacun va voter dans son coin sans discuter avec les autres. On ne se concerte pas sur qui va faire quoi. Alors mettons qu'on est hop, que le prêcheur il choisit ça, voilà, l'impératrice a choisi ça. On révèle tout en même temps, hop. Le prêcheur a choisi A, l'impératrice a choisi C, le prêcheur lit le A et résout l'effet A de l'autre côté, et l'impératrice, pareil pour l'effet C. Et voilà, et vous avez donc quelque chose qui va se produire, qui pourra impacter éventuellement la suite de votre campagne, ou le prochain scénario, ou rien du tout, ça c'est possible. Et enfin, vous commencez le prochain scénario, vous le mettez en place, et vous êtes reparti, et vous continuez donc cette campagne de Vagrant Song. Et bien on a fait le tour. On a fait le tour donc concernant Vagrant Song, en tout cas sur le fonctionnement de ce jeu. Maintenant je vais vous montrer 2-3 tours très rapides, histoire que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce jeu donc de Lucky Duck Games. Donc on commence tout d'abord par le petit scénario, donc je vais vous le lire, si vous voulez passer, n'hésitez pas à accélérer un petit peu plus loin. Donc ce scénario, le premier scénario s'appelle Les kilomètres ça use.
Vous faites partie de la poignée de passagers clandestins qui se sont faufilés dans ce train pour s'abriter de la tempête. Aucun visage familier parmi eux, et à bien y réfléchir, vous ne vous souvenez même pas de les avoir vus grimper à bord avec vous. Mais chacun jure ses grands dieux qu'il vient juste d'arriver, et vu ce que vous venez de vivre, vous ne pouvez vous empêcher de les croire. Le truc bizarre, c'est qu'ils semblent tous venir de coins différents dont vous n'avez jamais entendu parler. Quelques poignées de main et salutations d'usage plus tard, vous tentez tant bien que mal de vous installer confortablement. Mais sans ballots de foin ni vieux matelas pour vous accueillir, ce n'est ni le train ni la situation actuelle qui vont vous réconforter. Vous avez tous un point commun, semble-t-il. Une main secourable s'est tendue et vous a aidé à monter à bord. Gants blancs, peau flasque. Impossible de l'oublier, même en faisant un effort. Mais Monsieur Main Secourable est aux abonnés absents et vous avez du mal à savoir si c'est bon signe ou non. Quoi qu'il en soit, vous croisez les doigts pour que tout se passe bien et dans le calme au cours de ce trajet. Mais vos tripes vous disent clairement le contraire. C'est tout, donc mise en place, je l'ai déjà effectué, si ce n'est qu'on va vous dire de lire le premier événement avant de commencer quoi que ce soit. Il fait noir comme dans un four ici, mais au moins c'est calme. Ah, semblerait bien que vous ne soyez pas le seul groupe à vous être incrusté à bord, il est peut-être temps de vous présenter. Avancez les dos tournés de 2 cases vers le côté fracture. Donc c'est le fameux groupe que l'on aperçoit au loin, il se déplace de 2, donc on passe, je le répète, sur les obstacles, puisque les revenants peuvent le faire, ils le répètent d'ailleurs ici, sur le premier scénario on vous explique pas mal de petites choses, pour éviter d'oublier certaines règles. Voilà, on regarde ici, donc notre dos tourné est de bonne humeur. Si à la fin de son tour, les dos tournés se trouvent sur une case adjacente au bord côté fracture, donc sur une de ces cases-là, on lit l'événement 5. Il n'y a pas d'effet cyclique, tout simplement, donc on remettra les jetons si jamais il y en arrive alors qu'ils sont encore de bonne humeur. Et effet hanté, donc ça, oui je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, je vais vous le préciser. L'effet hanté, c'est tout bête, c'est si le revenant vous traverse, ce qu'il essaiera de faire systématiquement lorsqu'il va se déplacer, vous allez perdre de l'humanité, en tout cas vous allez résoudre l'effet hanté, et là ce qui est le cas ici, c'est de perdre de l'humanité. Voilà. Donc c'est parti, on commence la première manche. Alors on va commencer par exemple, allez on va commencer avec la revenante, puisque j'ai expliqué tout avec le prêcheur. Donc là bah, vous voyez on est un petit peu loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on va se déplacer sur l'événement 2, on va tenter d'enquêter, et puis on va utiliser qu'un seul dé, on est confiant, hop, on récupère notre vie bien évidemment, on est confiant, et puis bah, comme de toute façon je ne peux pas atteindre, alors si je suis là, si 1, 2, 3, à 3 cases je pourrais atteindre, oui mais du coup il y a un obstacle, je ne peux pas le faire, ce que je viens de dire, donc là je ne peux pas passer ici, donc eh bien, on va fouiller dans le bric-à-brac, on va commencer par ça, on fouille dans le bric-à-brac. Donc hop, je prends ça, qu'est-ce que je gagne? Des clous qui permettent de faire perdre faire gagner 2 d'humanité au revenant s'il est à 2 cases ou moins. On peut se déplacer 2-3 cases et donc lire l'événement numéro 2 parce que j'ai placé un jeton sur l'enquête. Hop, je prends donc mon petit livret et c'est parti. On dirait qu'ils ont laissé traîner un truc par terre. Quel clodo digne de ce nom peut bien semer ses petites affaires? Enquêter, donc cette fois-ci ce n'est pas une réussite automatique, il faut que je lance le dé, que je fasse 4 ou plus. Hop, j'ai fait 3, c'est raté. 0, ça n'a pas l'air utile, ça ne vaut pas le coup de le ramasser. Rien ne se produit, laissez l'événement 2 sur le plateau. Donc je laisse l'événement 2 sur le plateau. Petite information que je glisse comme ça, le pouvoir de l'impératrice, la reine du wagon, à chaque tour, la première fois que vous mettez le feu au dragon, donc à chaque fois, au wagon, donc à chaque fois que je fais un 6, je vais pouvoir lancer un osselet supplémentaire. Donc normalement, quand je fais un 6, je relance un dé, ben là j'en lance 2, tout simplement. Et le prêcheur, la différence c'est lorsque je gagne de l'humanité en tant que prêcheur, je peux faire gagner ces points à un vagabond situé à 2 de portée à ma place. Donc là, on a terminé, on laisse les jetons dessus, pardon, on a terminé le tour de l'impératrice, on pioche donc. Un jeton pour activer notre dos tourné, qui est donc qui est un jeton de sel, il est de bonne humeur, emporté par la foule. Les vagabonds à portée, donc ils ne se déplacent pas, il n'y a pas de bot. On va garder donc les vagabonds à portée, de 1 à 4 cases, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça concernera que l'impératrice. Les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité, on passe de 8 à 6. Pour chaque vagabond affecté par cet effet, le revenant se déplace de 2 vers le côté fracture, il n'y en a eu qu'un seul d'affecté, donc il se déplace de 2 vers le côté fracture. Et on passe au tour du prêcheur. Donc le prêcheur, bon, on va le déplacer bien évidemment. On va essayer de s'approcher. Alors là, j'ai la possibilité de faire gagner de l'humanité par réussite obtenue. Et vous pouvez déplacer donc le personnage ciblé d'une case. Ça peut être intéressant étant donné que notre personnage a perdu de l'humanité. Ici, sur un revenant, alors de 1 à 2 cases, donc on est un peu trop loin. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 de portée, ça ne sera pas possible. Donc c'est ce qu'on va faire. On va, hop, tenter de générer cette compétence. Donc j'avance de 3 ici. Et ici, je peux lancer donc 2 osselets. La cible gagne 1 point d'humanité par réussite que je vais obtenir. Il faut que je fasse 4 ou plus. Et je peux la déplacer d'une case. Donc hop, 4, 3. Donc c'est qu'une réussite. Hop, elle obtient
1 d'humanité et donc peut se déplacer d'une case. C'est ce que l'on va faire, voilà. Ce tour est terminé. On passe donc côté baluchon pour activer toujours nos dos tournés. On arrive sur la patte de lapin. La patte de lapin, j'irai où tu iras. Donc il se déplace de 2 cases vers le côté fracture. Hop. Les vagabonds de 1 à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va concerner notre prêcheur. Avance de 2 cases dans la même direction et perd 2 points d'humanité. Alors du coup, 2 cases, je peux pas passer à travers les obstacles, donc je vais faire 1, 2 et je perds donc 2 points d'humanité. Voilà. Maintenant, on passe à la manche suivante, on avance le marqueur de manche et on redétermine qui va jouer en premier et comment. Donc par exemple, comme mon prêcheur est un peu plus près, on va essayer d'intervertir, on va se dire que notre prêcheur va jouer en premier. Donc évidemment, il va falloir qu'on se déplace, donc là, je me déplace de 3, 1, 2, 3, je serai à 3 de portée, ça suffit pas, on va se déplacer 2 fois. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, si on peut faire ça, et on peut éventuellement lancer cette action-là. On va essayer de lancer une action, toute bête, on va faire ça. Hop là. Donc je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5. À savoir que là, vous voyez, je me suis déplacé, je peux me déplacer de 6. Je peux interrompre mon mouvement et le reprendre plus tard. Donc si après mon action ici, je souhaite refaire mon point de déplacement qui me reste, eh bien je peux l'utiliser. Ici, on me dit que je vais lancer donc un osselet par jeton placé, j'en ai placé qu'un. Si j'obtiens des doubles, parce qu'il n'arrivera pas parce que j'ai qu'un seul dé, je gagnerai 2 points d'humanité et la cible gagne 1 point d'humanité par réussite obtenue. C'est pas exceptionnel comme action, mais c'est pas très grave, il faut que je fasse au moins 4, 5, très bien. Je lui fais gagner donc, hop, 1 d'humanité. Tour terminé, on reprend le baluchon. Donc vous voyez, c'est assez dynamique, il n'y a pas trop de temps mort, hop, et on place le deuxième ici, et c'est la même chose que tout à l'heure, il se déplace de 2 vers le côté fracture, et les les vagabonds ciblés se déplacent de 2 dans la même direction, de 1 à 6 de portée, et subissent 2 points d'humanité. Maintenant, regardez, on a atteint le seuil du cycle, donc là, on reprend la totalité des jetons qu'on remet dans le baluchon, et on fait l'effet du cycle. Alors quand ils sont de bonne humeur, il n'y a pas d'effet de cycle, on remet juste les jetons dans le baluchon, ce qui arrivera peut-être après. Après, il se passera certainement autre chose. Maintenant qu'il a joué, donc on continue la manche, c'est au tour de notre impératrice. Donc là, notre impératrice, elle est assez loin, donc je pense qu'on va devoir se déplacer suffisamment pour essayer de se rapprocher. Donc là, on va tout mettre là. C'est tout bête, mais voilà, on va faire une action de déplacement de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est tout. Je prends mon baluchon pour les dos tournés. Et encore une patte de lapin. Donc on se redéplace de nouveau de 2 et tous les vagabonds ciblés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc se déplacent de 2 dans la même direction et subissent 2 points d'humanité. Voilà. Et non, là c'est tout. Ensuite, donc, nouvelle manche. On arrive sur l'événement 3. Qu'est-ce que nous dit l'événement 3? Eh bien, on le lit immédiatement. Je tourne ça. On arrive là. Événement 3. Vous entendez un truc derrière vous, un grand bruit sourd, puis quelque chose qu'on traîne lentement. Ça arrive tout le temps des machins qui tombent des filets à bagages, pas vrai? Alors on me demande de placer l'événement numéro 4 sur une case libre adjacente au côté manche dans le wagon Trincart A. Donc là, c'est-à-dire ici, par exemple, et je dois retirer l'événement 3 du plateau. C'est tout. Donc ça, c'est fait, et maintenant qu'on a commencé une nouvelle manche, eh bien, on va pouvoir peut-être enchaîner. Donc on va essayer d'infliger quelques dégâts, là, on voit que l'impératrice, elle est pas loin. Donc le discours galvanisant, la cible gagne 1 point d'humanité par réussite obtenue. Si j'ai au moins 3 réussites, un vagabond à portée peut gagner autant d'humanité que de jetons. L'ordre de la générale, la cible gagne 1 point d'humanité par réussite obtenue. Si vous avez obtenu au moins 3 réussites, le prochain vagabond qui joue à cette manche gagne un jeton d'action supplémentaire. Voilà, donc ça c'est intéressant, et en plus tout ça je peux le faire. Alors ça c'est à 2 de portée, donc là je suis trop loin, par contre là c'est à 3 de portée, donc on va tout mettre là-dessus. Hop, 1, 2, 3, on lance 3 jetons. Tac, alors j'ai un 6, donc 6, je mets le feu au wagon, et comme c'est l'impératrice, je ne lance pas 1 dé, mais 2 dés. Tac, oh bah là c'est merveilleux ça. Donc il fallait que je fasse 4 au minimum pour avoir une réussite, donc là j'ai que 2 réussites malheureusement. Donc j'inflige 2 d'humanité, mais je n'ai pas la condition qui dit si j'ai réussi 3 succès, je peux faire gagner de l'humanité à un vagabond. Donc on continue. Je pioche cette partie-là, et c'est une pomme. La pomme me dit que les dos tournés se déplacent vers le côté fracture, donc jusqu'à 2 cases, donc ils vont s'arrêter là. Et le vagabond ciblé perd 3 points d'humanité. Donc là, on regarde qui est ciblé, parce que jusque-là, il y avait marqué les vagabonds. Là, c'est le vagabond ciblé. Donc de 1 à 6 cases, les deux sont accessibles. Donc on va reprendre notre petite carte qui va déterminer les priorités. Priorité spéciale, il n'y en a pas. Condition de l'action, c'est pas noté. Bougie, il n'y en a pas. Le vagabond affaibli. Celui-ci a perdu 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, elle a perdu 3. Donc c'est lui qui sera ciblé et perd 3 points d'humanité. Donc 1, 2, 3 et gagne l'effet fantomatique. Tremblote, donc se déplacera d'une case de moins. Maintenant, on reprend notre petit livret qui nous dit que dès que les dos tournés ont atteint le côté fracture, on lit l'événement numéro 5. Donc l'événement numéro 5 qu'est-il? Il voit pas qu'il n'y a pas de porte là-bas. Passer l'humeur des dos tournés l'humeur des deux tournés sur mais pas seul, donc c'est qu'ils se rendent compte que maintenant ils sont pas tout seuls. Ensuite ils accomplissent l'action de la patte de lapin, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est, et après ça les vagabonds à 2 de portée des deux tournés perdent 2 points d'humanité. L'action de la patte de lapin. Hop, on reprend notre livret dans l'autre sens, et on nous dit que les dos tournés vont cibler le vagabond le plus éloigné, et on va devoir déplacer le revenant sur la plus éloignée des cases qui lui sont adjacentes via le chemin le plus court. Donc le plus éloigné, là on est à 1, 2, 3, 4, donc à 1, 2, 3, 4. Ordre de priorité, la même chose, celui qui a perdu le plus c'est celui-là. Donc il va aller sur la case adjacente à ce personnage qui est le plus loin de lui. Donc hop, jusqu'ici. L'idée c'est qu'il prend le chemin le plus court, donc il va traverser notre ami ici, il va le hanter, donc il va perdre 1 point d'humanité. Il perd 1 point d'humanité, il est donc blessé, on va retourner une compétence, hop, et il retourne à 10. Ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous a dit que tous les vagabonds à portée de 2 vont perdre 2 points d'humanité, ce qui est le cas ici. Et voilà, donc désormais notre revenant là est de mauvaise humeur. Donc on va encore faire un tour, et ensuite vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc on avance la manche et on poursuit. Donc cette fois-ci, notre prêcheur, là, il est bien dans le mal. Donc on va essayer de faire en sorte de le soigner un petit peu, parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas très bien, il va falloir qu'on s'éloigne. Donc on va s'éloigner, on va fouiller pour essayer au moins de trouver des clous pour retirer ce truc-là. Et enfin, on va essayer de gagner... ah oui, alors je peux pas me soigner moi-même, donc je vais faire ça sur la... Ah non, je vais tout mettre, pardon, je vais tout mettre là, pour tenter de trouver une pomme, pour essayer de retirer ma blessure. Donc je commence par ça. Je pioche 2 jetons. Parce que j'ai mis 2 jetons. Hop, bon je n'ai pas ce que je veux, mais c'est pas grave, j'ai les clous. Donc les clous, je les ai. Je vais les utiliser immédiatement, donc je les place ici pour défausser cet effet fantomatique. Donc je peux désormais me déplacer de 3 et non pas de 2 si j'avais conservé l'effet tremblote. Et je me déplace de 3, donc je vais faire 1, 2, 3 parce que je suis vraiment pas très bien. Ça non, à chaque fois j'enlève, mais il faut que je laisse. Hop, je pioche là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a les clous. Les clous hors de ma vue. Donc là, on regarde la partie du bas. Les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité, puis s'éloignent de une case des dos tournés. Donc vous l'avez vu, il n'est plus question de se déplacer côté fracture. Maintenant, les dos tournés vont agresser les différents vagabonds. Donc là, il va se déplacer de 2 vers le vagabond qui est ciblé. Donc celui-ci, le ciblé, toujours pareil, on reprend la carte, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de bougie, etc. Le vagabond affaibli. Donc là, cette fois-ci, le vagabond affaibli, c'est l'impératrice, parce que elle a perdu 1, 2, 3, alors que lui, il a perdu que 2. On est à... Donc est-ce qu'il a la possibilité, en se déplaçant de 2, de le toucher? De la toucher, non. De le toucher, lui, non. Donc du coup, il va quand même aller vers là-bas. 1, 2. Et donc... tous les personnages qui sont adjacents, en gros à 1 de portée, auraient dû perdre 2 points d'humanité et se déplacer. Ce qui n'est pas le cas ici. Et voilà, on a fait quelques tours, je vous ai expliqué donc comment est-ce que ça fonctionnait, et maintenant je vais vous dire ce que je pense, après avoir joué donc quelques scénarios, de ce Vagrant Song. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir concernant ce Vagrant Song. Donc tout d'abord, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous bien évidemment. Si vous passez ici un petit peu par hasard et que vous n'avez jamais pris le temps de vous abonner, eh bien c'est le moment. Donc Vagrant Song, je reviens dessus, vous l'avez compris, c'est un jeu narratif, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez évoluer dans un univers un petit peu spooky, un petit peu mystérieux. Mais lorsque vous regardez un petit peu les phases de jeu, vous devez vous dire, eh bien finalement c'est assez classique dans ce type de jeu-là, dans ce type de jeu d'aventure, des dungeon crawlers, etc. Et vous n'avez pas tout à fait tort, c'est un jeu qui est très classique dans ses mécaniques, mais attention. Parce que il n'est pas là pour révolutionner le genre. Absolument pas. Vagrant Song ne va pas révolutionner votre manière de voir le dungeon crawler, votre manière de jouer ce type de jeu d'action, de jeu à action, à empiler, etc. Non, il ne va pas révolutionner ça. Par contre, Vagrant Song, c'est une ambiance. C'est une histoire très intéressante qui va vous emmener donc de wagon en wagon dans ce train maudit et qui est, à mon sens, extrêmement prenant et très immersif. Alors attention du coup, beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que si l'histoire c'est quelque chose d'assez secondaire, alors ça peut paraître un peu
un peu stupide lorsque l'on joue à des jeux narratifs, mais peut-être que vous cherchez vraiment quelque chose qui est plus mécanique, qui vous emmènera vers quelque chose de plus original, et bien dans ce cas-là, Vagrant Song risque de pas vous apporter grand-chose. Par contre, si vous êtes vraiment, véritablement à la recherche d'une aventure unique, assez particulière dans son ambiance, dans son matériel, vous avez quelque chose ici qui est très qualitatif. Pourquoi? Parce que déjà, non seulement, comme je vous l'ai dit, le matériel est incroyable. Alors, forcément, c'est de l'acrylique qui fait le tour, on va pas se mentir, hein, les différents standees en acrylique apportent vraiment quelque chose de fort. Le plateau, si on ne vous dit pas que c'est un train, vous allez passer à côté. Hein. Personnellement, au départ, les premières fois que j'ai vu les visuels de Vagrant Song, j'avais l'impression, comme beaucoup de monde d'ailleurs, que c'était une espèce d'échiquier géant, je comprenais pas trop où est-ce que ça voulait en venir, ça m'avait fait penser d'ailleurs à Demain tu m'as tué, je crois, de Yellow, chez Yellow Expert. Ça me faisait penser un peu à ça, cette idée d'avoir 3 échiquiers, voilà, il va peut-être se passer quelque chose de plus ou moins logique, voilà. C'est pas du tout ça, c'est vraiment 3 wagons, donc quand on le regarde de près, on comprend un peu mieux, mais l'idée c'est donc de vous dire que lorsque vous allez changer de scénario, eh bien c'est que vous allez progresser vers l'avant du train ou vers l'arrière, je sais plus, enfin peu importe, et en gros vous allez changer de wagon. Donc le plateau change jamais, évidemment, les différents tokens, bon bah voilà, ça fait le boulot, il n'y a rien d'exceptionnel, par contre c'est vrai que c'est l'acrylique qui fait la totalité du truc, et ça marche super bien, parce que si vous avez l'habitude comme moi, si vous êtes un peu un névrosé du jeu de société, eh bien vous allez mettre de la bonne musique, vous allez mettre de la lumière, et vous allez avoir un truc de dingue sur la table. Maintenant, il y a le matériel, donc qui est, moi je trouve dingue, l'ambiance qui est vraiment cool, il y a vraiment cet effet pour ceux qui ont eu la chance de jouer à ce jeu vidéo, à Cuphead. Forcément déjà, bon, le style graphique c'est totalement du Cuphead, c'est du cartoon ancien qui fonctionne merveilleusement bien. Dans Cuphead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu donc vidéo indépendant dans lequel vous allez donc affronter des boss les uns après les autres ou alors évoluer sur un niveau type jeu de plateforme. Et l'idée c'est que vous avez un peu cet effet spooky mais un peu drôle, un peu marrant, mais très difficile, c'est un jeu qui est très dur. Et en fait, dans Vagrant Song, vous retrouvez un peu cette essence-là. L'essence d'affronter des boss les uns après les autres, avec des particularités, donc en fonction forcément de ceux que vous allez affronter, avec ce style graphique qui est très présent et qui est très très réussi. C'est vraiment superbe, j'ai rien à dire, c'est beaucoup de superlatifs, je suis désolé, mais je trouve que graphiquement ça me correspond parfaitement, j'ai absolument envie de jouer à un jeu comme ça. Mais voilà, vous avez cet effet un peu Cuphead, où vous allez donc rentrer dans ce jeu qui est un peu sur le thème de l'horreur, mais qui est très cartoonesque, et vous avez ce décalage qui est très bien maîtrisé, avec un bel équilibre autour de ça, et donc vous allez affronter les boss les uns après les autres, et forcément en fonction de leur réaction vous allez avoir des stratégies différentes à opter. Les différents personnages également sont intéressants puisqu'ils apportent une asymétrie qui est nécessaire dans ce type de jeu pour pouvoir reposer sur tel ou tel personnage, sur tel ou tel joueur du coup qui l'incarnera, donc ça à mon sens c'est réussi, et vous avez un jeu qui au-dessus de tout ça, au-dessus de l'aspect graphique, au-dessus de ce style cartoonesque, Cupheadesque si je puis dire, vous avez le dynamisme du jeu. Le jeu est extrêmement dynamique. Vous l'avez vu, j'ai fait quelques tours pour vous montrer, alors quand on est solo et qu'on sait jouer, forcément ça va un peu plus vite, mais vous allez donc faire vos 3 actions, tirer le jeton dans le baluchon, activer l'ennemi, bim, joueur suivant. Et ça va être ça tout le temps, bim, 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 il n'y a pas de temps mort en fait. C'est un jeu, même si vous jouez à 4, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, vous avez le temps de regarder les autres jouer sans vous ennuyer. Il se passe toujours quelque chose dans Vagrant Song et c'est quelque chose qui m'a conquis totalement parce que vous ne vous ennuyez pas. Alors c'est un comble de dire qu'on s'ennuie dans un jeu, on est d'accord, mais là vous n'avez pas ce souci-là de vous dire que vous allez perdre votre temps à attendre les autres joueurs parce que ça va à fond la caisse et c'est très plaisant. Les phases de campement sont des vraies phases de pause. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va acheter telle carte, on va soigner telle blessure, on va faire tel truc. Et c'est extrêmement plaisant. C'est vraiment très plaisant pour moi, c'est une grosse surprise, ce Vagrant Song. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu les visuels du plateau, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que c'est qu'un peu de cette anomalie ludique? Finalement, quand on l'a entre les mains et qu'on commence à y jouer, la première partie, on se dit, bon, c'est sympa. Mais je vois pas, ça révolutionne rien, je vois pas ce que ça apporte de plus en termes de jeu d'aventure. Mais oui, parce que le premier scénario est vraiment là pour vous introduire dans le jeu. Il ne faut pas faire l'erreur de rester sur le premier scénario. Moi, je serais le premier à vous dire que si vous avez joué 2-3 heures à un jeu et que vous n'arrivez pas à rentrer dedans, c'est qu'il faut laisser tomber. Alors après, je suis le premier idiot à m'entêter aussi, mais parce que je fais des vidéos et que j'ai pas envie de vous donner un avis débile parce que j'ai joué 3 minutes, quoi. C'est pas possible pour moi. Donc, je m'entête. Sur Vagrant Song, si vous vous arrêtez au premier scénario,
bah, eh bien vous allez vous dire que vous passez à côté du jeu, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport à ce que je suis en train de vous dire là par exemple, ou peut-être à ce que vous allez lire par la suite des différents avis. Parce qu'il faut vraiment avancer. Dès le deuxième scénario, de toute façon c'est pas compliqué, dès le deuxième scénario, le jeu pose les bases. Ok, t'as compris le jeu, maintenant, paf, t'as telle règle, tel personnage va faire tel truc, tel machin. Donc là, c'est la partie un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il va falloir suivre les différents événements. De quelle humeur est mon ennemi? Qu'est-ce qui se passe quand il change d'humeur? Qu'est-ce qui se passe quand il atteint telle partie du plateau? Qu'est-ce qui se passe quand tel personnage subit une blessure? Voilà. Donc là, il faut regarder, il faut avoir les yeux un petit peu, un petit peu partout sur le plateau. D'ailleurs, si vous voyez, si vous avez regardé les différents tours que j'ai fait, j'ai omis de déclencher l'un des rituels. Parce que j'ai été blessé, j'aurais dû le déclencher. Voilà. C'est ce qui peut arriver lorsque vous jouez à Vagrant Song, mais c'est ce qui arrive en fait dans tous les dungeon crawlers. Vous avez toujours ce petit truc que vous avez oublié de déclencher, vous faites votre rollback là, à vous dire ah bah, j'ai oublié ce machin là, donc on le refait, etc. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil là-dessus. Mais voilà, je vous garantis que si vous l'essayez, il ne faut pas s'arrêter au premier scénario. Enfin je vous garantis, c'est pas une garantie, excusez-moi. Mais voilà, je vous ordonne de ne pas vous arrêter au premier scénario et d'au moins tester le deuxième. À partir du deuxième, une fois que vous avez fait votre phase de campement, donc l'évolution de votre personnage, là je pense que déjà vous pouvez faire une bonne idée de ce que va vous proposer la suite de l'aventure, en sachant qu'il y a quand même bon nombre de scénarios à l'intérieur. Alors j'ai pas été très pro, je l'ai pas fait avant, 23 scénarios. En sachant que un scénario, vous mettez, alors à 2 joueurs, je l'ai essentiellement fait à 2 joueurs, vous mettez, allez, 1 heure, je dirais 1 heure de jeu. Vous mettez 1 heure de jeu, un petit peu plus, 1h10. Donc là, vous avez plus de 20 heures de jeu dessus. À vous de voir maintenant, vis-à-vis de ce Vagrant Song, si c'est quelque chose qui pourrait vous emmener jusqu'au bout. Moi, en tout cas, ça m'a totalement convaincu, donc je vais aller jusqu'au bout de l'aventure. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai joué pas mal déjà, et j'ai été totalement conquis par l'idée. Donc, vous l'aurez compris, Vagrant Song, pour moi, c'est une énorme surprise de cette fin d'année. Je l'adore, et clairement, si vous avez la possibilité de l'essayer, encore une fois, ne vous arrêtez pas au premier scénario, mais si vous avez la possibilité de le tester, eh bien, je vous encouragerai à le faire. Et voilà, c'est tout. Donc, ce que j'avais à dire sur... je l'ai déballé, hein, mais sur ce Vagrant Song, donc, voilà, que je trouve vraiment cool. C'est clair, je trouve ça vraiment cool. Généralement, je suis plus nuancé dans mes vidéos, mais là, je trouve que vraiment, vous avez quelque chose de très qualitatif, de très sympa, de vraiment bonne humeur. Donc voilà, en tout cas concernant Vagrant Song. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire, je répondrai à toutes les questions que vous avez, à tous les commentaires, peu importe. Si vous y avez déjà joué en version originale, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci, on pourra en discuter, ça permettra en plus à tout le monde de se faire un avis vis-à-vis des joueurs, ce qui est très très important à mon sens. Et évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et puis partagez si vous avez aimé, partagez, et puis voilà, abonnez-vous, etc. Grand classique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée, et à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.